Est-ce que tu t'es déjà lancé à fond dans un projet qui t'excitait pour finir par l'abandonner sans trop comprendre pourquoi ? Que ce soit un voyage que tu rêves d'organiser, un nouveau hobby que tu veux explorer, ou même un business que tu veux lancer. Tu te motives, tu démarres, et pourtant, ça ne va pas jusqu'au bout. Tu penses peut-être que c'est un problème de discipline, de motivation ou de stratégie. Colin Breyer et Bill Carr, deux anciens d'Amazon, te diraient autre chose. Ils te diraient que c'est surtout un manque de clarté sur le résultat final. Dans cet épisode d'Inspiring Mentors, je te partage la méthode de travailler à l'envers utilisée chez Amazon pour créer des produits iconiques comme le Kindle ou Alexa. On verra une histoire très personnelle où je me suis surpris à vivre exactement ce que j'avais pris le temps de préécrire des mois plus tôt. Et surtout, on va voir comment tu peux utiliser cette méthode dans ta propre vie, que ce soit pour planifier ta semaine, lancer un projet ou simplement mieux diriger ton énergie. Tu vas voir, commencer par la fin, ce n'est pas juste une méthode de productivité, c'est un mindset. Et une fois que tu l'as intégré, tu ne regardes plus jamais tes projets de la même manière. Tous les projets et initiatives à succès d'Amazon ont une chose en commun. Ils sont nés d'un processus qui s'appelle travailler à l'envers. Travailler à l'envers est une approche systématique pour juger une idée et créer de nouveaux produits. Le principe majeur consiste à définir l'expérience client, puis à travailler de manière itérative en arrière jusqu'à ce que l'équipe sache exactement quoi créer. En 2004, Bill Carr était l'un des leaders en charge de créer et diriger la section des médias digitaux d'Amazon. Bill pensait que ce serait le même processus que pour lancer une nouvelle catégorie de produits sur Amazon, mais ça ne s'est pas avéré être aussi simple. L'équipe a eu plusieurs réunions avec Jeff pour présenter ses idées. Jeff écoutait patiemment ce que les équipes avaient à lui dire. Il posait des questions incisives et étudiait l'aspect financier, mais il ne semblait jamais vraiment satisfait ou convaincu. Il trouvait les propositions légères en détail et demandait toujours ultimement où sont les mock-ups. Jeff faisait référence aux représentations visuelles qui montreraient exactement à quoi le service ressemblerait sur le site web une fois en ligne. Pour créer un bon mock-up, vous devez minutieusement penser à tous les détails et montrer l'entièreté de l'expérience client. Ça demande une pléthore de travail. Nous n'avions pas de mock-up. On voulait juste montrer à Jeff l'idée dans son ensemble, tous les détails de l'expérience client et le reste, on le verrait une fois qu'on aurait le feu vert. Mais si Jeff voulait des mock-ups, vous aviez intérêt à lui en faire. Jeff voulait savoir exactement comment nous allions bâtir le produit et en quoi il serait meilleur que la concurrence. Il était clair que des mock-ups à moitié cuits n'étaient guère mieux que pas de mock-up du tout. Jeff voulait qu'on comprenne qu'on ne pourrait pas se permettre de foncer la tête baissée. On avait besoin de penser à tous les détails. Les réunions avec Jeff s'enchaînaient et on essayait différents formats de feuilles de calcul et de PowerPoint pour présenter nos idées, mais aucune ne semblait le satisfaire. À un moment, Jeff suggéra une nouvelle approche. Ok, on arrête les slides et les Excel. Au lieu de ça, chaque membre de l'équipe va écrire une narrative. Vous allez décrire du mieux que vous pouvez vos meilleures idées pour un appareil ou un service destiné aux médias digitaux d'Amazon. Le prochain meeting arriva et nous avions tous nos narratives. On les distribua, les lut, puis discutâmes d'elles. Une personne proposa une liseuse utilisant la nouvelle technologie e-ink. Jeff écrivit sa propre narrative sur un produit appelé Amazon Puck. Le produit serait sur votre table de chevet et pourrait répondre à des commandes vocales comme par exemple « Puck, commande-moi 3 bouteilles de lait sur Amazon ». La grande révélation de ce processus n'était pas une des idées de produit, mais le processus en lui-même. Nous nous sommes libérés des demandes quantitatives d'Excel et de présentation visuelle de PowerPoint et de la performance orale. L'idée se trouvait dans l'écriture. Elle devait se trouver sur la feuille. Écrire nos idées était difficile. Cela demandait d'être exhaustif et précis. Nous devions décrire les caractéristiques, les bénéfices, comment le service allait fonctionner, pourquoi les consommateurs le voudraient. Des pensées à moitié cuites étaient le plus difficile à camoufler sur une page comparée à un PowerPoint. Elles ne pouvaient pas être compensées par le charme d'un bon présentateur. Nos meetings ont changé après qu'on ait utilisé cette méthode. Il y avait plus de détails concrets à discuter. Après beaucoup d'essais, Jeff suggéra une idée. Et si nous tournions la narrative en communiqué de presse ?
Normalement, dans les entreprises, les communiqués de presse sont écrits à la toute fin du processus de développement. Les ingénieurs finissent leur travail et balancent tout ça aux équipes marketing qu'ils se débrouillent pour vendre le produit. Ce sont eux qui écrivent le communiqué de presse avec les caractéristiques et bénéfices du produit. Mais cette fois, ce serait l'inverse. Le communiqué de presse serait la première pièce qui informe tout le reste du processus. Dans le fonctionnement classique, l'entreprise travaille en avant, ce qui peut causer des problèmes. Par exemple, imaginons la team marketing à Sony qui fait des sondages chez ses acheteurs et détermine que Sony devrait sortir une télé à 1999 $. Mais les équipes des ingénieurs, eux, ont fait des recherches sur la qualité d'image sans penser au prix. Ils arrivent à produire la télé pour 2000 $. Donc c'est impossible de proposer la télé pour 1999 $. Le fait de travailler en arrière a plusieurs avantages, dont un, c'est que la majorité des ce qu'ils appellent PR FAQ, donc ce sont les documents qu'ils utilisent chez Amazon où avant de faire quoi que ce soit, ils écrivent de A à Z qu'est-ce que le produit, pour qui, à qui ça s'adresse, quel bénéfice va en tirer l'audience, combien ça va coûter. Bref, ils font toute la recherche et toute la description du produit avant même qu'il ne soit sorti. Ça fait que la majorité des PR et FAQ chez Amazon sont rejetés. Et ceci est un avantage, pas un bug. Ça permet de voir en face et tôt si le produit est viable. Ça te donne une compréhension large des opportunités et des contraintes avant même d'avoir commencé à produire. Il y a une phrase dans le bouquin que j'ai beaucoup aimée qui dit « Le leadership et le management est souvent une question de décider ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Gagner en clarté sur pourquoi vous ne faites pas quelque chose est souvent aussi important que de savoir pourquoi vous le faites. » J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il était dans la bibliothèque de mon entreprise depuis un moment et je voulais le lire. Et j'avais déjà entendu parler du fait que chez Amazon, ils travaillaient vraiment différemment, qu'ils avaient complètement banni les PowerPoint et les Excel pour passer exclusivement à des meetings sur Word. Le fameux document PR FAQ, donc Public Relationships et FAQ, qui est le process standard pour proposer des nouvelles idées de produits. C'est juste une forme de narrative écrite qu'ils utilisent chez Amazon. Une autre forme de narrative que j'aime beaucoup, c'est ce qu'ils appellent les six pagers, donc c'est des documents de 6 pages. Et ça, c'est les documents qu'ils utilisent pour les meetings. Pendant des années, donc Amazon a commencé en 1994 et pendant des années, Jeff Bezos, il était capable d'être partout dans tous les départements parce que c'était lui qui portait la vision. Mais après, il était plus du tout capable de transmettre ses principes de leadership de manière aussi efficace, comme par exemple l'obsession client, l'obsession pour simplifier, inventer, etc. Et du coup, les meetings, ça, bien sûr, au fur et à mesure que l'entreprise grossissait, ça devenait de plus en plus laborieux. Les meetings n'étaient pas productifs, les présentations de produits, ils trouvaient que il n'y avait pas assez d'informations dans les PowerPoint, que le résultat aussi de la présentation dépendait énormément du charisme du présentateur, ce qui n'est pas bon, parce que si tu as un bon présentateur qui sait parler, mais qui a des données pourries ou des idées pourries, le produit derrière, ça va être un échec. Et à l'inverse, si tu as un mauvais présentateur qui n'est pas du tout à l'aise à l'oral, mais qui a des super idées, il ne saura pas du tout les mettre en avant, et peut-être qu'il y a un coup d'opportunité. Et donc c'est là ils ont décidé de tester une nouvelle chose, c'est que pour chaque meeting, ils allaient écrire ce qu'ils appellent les six pagers, donc c'est ces documents de 6 pages, où en fait, c'est une sorte de dissertation, d'essai pour présenter l'idée. Et donc, tu as plusieurs catégories ou plusieurs sections dans ce document de 6 pages. La plupart du temps, ça énonce le problème, ça énonce la solution, ça énonce l'inspiration pour la solution, ça énonce les principes aussi, les grands principes, ce qu'ils appellent les tenets, qui dirigent cette initiative, comme par exemple le jour où ils ont voulu instaurer cette politique des six pagers,
Ils ont écrit un fameux six-pagers pour ça, et un des ténets, c'est que l'idée devrait... Ce qui est important, c'est pas le présentateur, c'est l'idée. Et donc, partant de ce principe, c'était un des arguments principaux pour mettre en avant cette idée. Et ensuite, basé là-dessus, donc tous les meetings commencent de la même manière, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, apparemment, tu as un silence dans la salle de meeting, donc rien à voir avec les autres boîtes, où le fameux six-pagers est distribué. Tout le monde dans la pièce lit le six-pagers, donc il prend le temps de lire. Et ensuite, au bout des 20 minutes, quand tout le monde a terminé, on discute de ce qui a été énoncé. Mais ça a plein d'avantages quand il pense, parce que ça permet de tout consommer d'un coup. Tu poses pas de questions en moitié de présentation alors que la réponse allait venir après. Et le deuxième document, c'est donc ce fameux document de travailler à l'envers, qui consiste à, quand il y a une initiative ou une idée de produit, etc., pareil, à faire tout le travail en amont, en fait. C'est-à-dire vraiment à écrire un document qui décrit le produit comme s'il était déjà sorti, comme si on écrivait déjà la copie marketing du produit, parce que ça force en fait les équipes à clarifier leurs idées et à avoir une idée très très précise de ce qu'elles vont produire avant de se lancer, avant qu'il y ait le moindre coût de production, etc. Tout de suite, tu vois plein de schémas d'application. Si tu es créatif, par exemple, tu peux retrouver ça beaucoup sur YouTube. C'est quelque chose d'assez connu aujourd'hui, mais il y a beaucoup des grands youtubeurs ou des youtubeurs qui ont vraiment réussi à faire grossir des énormes audiences. Ils commencent systématiquement le processus par faire la miniature, c'est-à-dire c'est le titre et la miniature qui dictent la vidéo. Donc commencer par la fin, parce que quand ils pensent, c'est la miniature et la miniature et le titre qui font cliquer. Et donc il n'y a aucune raison de commencer à écrire le script si on n'a pas déjà une idée de miniature et de titre sexy. Mais tu vas voir que c'est pas que dans le business que ce concept peut s'appliquer et qu'il est puissant. Et pour ça, j'aimerais te raconter une histoire personnelle, comme j'aime le faire dans chacun de ces podcasts. 2 histoires en réalité, où tu vas voir ce concept s'illustrer. La première, c'est que je viens juste de rentrer d'un trip à Solden en Autriche, donc c'est une station de ski, où on a fait un shooting marketing pour ma boîte, pour prendre des photos pour la saison prochaine, avec des gens qui mettent des skis, des bottes, etc., parce que on utilise beaucoup ces images sur Internet. Et c'est la 2e année qu'on le fait, et c'est toujours top. On part généralement entre 3 à 4 collègues, et voilà, c'est un petit trip comme ça de 2-3 jours. Et là, on était en montagne, il faisait un super temps, il y avait de la super bouffe. Dans l'hôtel, il y a toujours un spa, c'est toujours un hôtel avec un chalet en pleine montagne, l'air frais, la neige, etc. C'est vraiment toujours super agréable. Et donc, on a fait ce shooting, et sur le chemin du retour, on était dans la voiture. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que 6 ans en arrière, donc au moment où je fais ce podcast, on est en 2025, et en 2019... je rêvais de vivre ce que je venais exactement d'accomplir. À l'époque, j'étais vidéaste, j'habitais à Lisbonne et je cherchais des clients pour la vidéo. Je voulais vraiment devenir vidéaste à plein temps. Et mon rêve, c'était d'avoir, tu vois, quand j'imaginais vraiment mon quotidien idéal, c'était d'avoir ma team de vidéastes, de créatifs passionnés et de voyager avec eux et d'être payé pour ça, pour faire des vidéos, pour faire des photos, pour shooter comme ça en pleine nature et être avec une team comme ça de collègues, de gens avec qui tu pouvais shooter la journée, l'après-midi refaire le monde, etc. Et à l'époque, j'avais vraiment posé cette vision sur papier, j'avais écrit ça, voilà, c'est ça mon rêve, je veux vraiment faire ça. Et j'étais dans la voiture comme ça sur le retour de Solden et je me suis souvenu de ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qui vient d'arriver. Je viens littéralement de vivre la vision que j'avais pris le temps de vraiment poser en détail sur papier quelques années plus tôt. Et tu te dis peut-être que c'est une histoire sympa, mais qu'elle contient quand même beaucoup de hasard. Et surtout que au moment du shooting que j'ai fait à Solden il y a quelques jours, j'étais plus du tout dans la même phase qu'à Lisbonne, où j'étais vidéaste et que je voulais vivre à 100% de mes créations. Et donc que finalement, ça compte pas vraiment. Et quelque part, c'est vrai, je trouvais juste ça intéressant de souligner comment, personnellement, en tout cas dans ma vie, les quelques fois où j'ai pris le temps vraiment de clarifier ma vision, d'écrire ce que je voulais vivre pour plus tard, parce que combien de fois on se dit j'aimerais faire ça, mais on prend pas vraiment le temps de le définir dans les détails, c'est juste une vague idée qui
qui s'envole ou qui part en fumée, un peu comme la majorité des idées qu'on a chaque jour. Mais quand tu prends vraiment le temps de cristalliser cette vision sur papier, je sais pas pour toi, mais pour moi, très très souvent, ça s'est réalisé. Alors souvent, pas de la même manière que ce que j'attendais, souvent pas dans la même temporalité, mais souvent ça s'est réalisé. Et donc là, tu peux te dire, ok, mais finalement, c'est pas si pertinent parce que j'ai plus du tout cette vision à l'heure actuelle. Mais ce concept, il marche pas uniquement que pour des visions à super long terme, et c'est ce que j'aimerais te montrer maintenant. Je vais te donner un autre exemple de comment tu peux l'utiliser. C'est celui des résolutions de fin d'année ou même d'anniversaire. Et l'exemple que je vais te donner, c'est au Nouvel An 2024, donc l'année dernière, je me suis posé et isolé pour réfléchir vraiment à ce que je voulais accomplir en 2025. Et il y a une question que j'aime particulièrement utiliser, que j'ai utilisée cette année, qui est Egon, projette-toi au Nouvel An 2025, donc l'année d'après, quelles sont les 3 choses personnelles que tu veux avoir accomplies. Et moi, personnellement, j'ai écrit « Je veux être parti au ski », parce que ça faisait des années que j'étais pas allé skier. Je veux avoir couru mon premier 10 km officiel et je veux partir en Inde. Et ce qui est important ici, c'est que j'ai vraiment pris le temps de bien clarifier et de visualiser ces résultats, comme pour dire à mon cerveau que voilà, c'est pas juste des vœux, c'est pas juste des idées comme ça qui partiront en fumée d'ici 30 secondes quand j'irai prendre le bus pour aller au boulot, mais c'est des intentions fermes de projet. Je suis vraiment en train de décrire une vision de la même manière qu'à Amazon. Quand il y a un nouveau produit ou une idée de produit, ils décrivent la vision du produit. C'est la même chose avec ce que tu veux accomplir en une année. Et donc j'ai fait ça, le 1er janvier 2025. Et là, on est le 11 avril 2025. Et je suis allé skier 3 fois cette année. Le week-end dernier, j'ai terminé mon 10 km officiel à Bratislava. J'ai la petite médaille sur mon étagère en haut à droite. Et dans 3 semaines, on part en Inde avec ma copine. Donc tu vois, là, à nouveau, c'est juste une histoire personnelle, mais je suis sûr que tu peux trouver des exemples dans ta propre expérience où les fois où tu as pris le temps de clarifier, de bien planifier un projet, de clarifier le résultat spécifique que tu veux, souvent ça s'est passé. Parce que ça sort du monde des idées et ça passe dans le monde tangible de l'actionnable. Il y a plein de mécanismes aussi qui se passent dans le cerveau. Il y en a un notamment qu'un auteur a articulé comme le système réticulé activateur qui fait que quand tu penses, je sais pas, ça t'est sans doute déjà arrivé, quand tu penses souvent à une Harley Davidson par exemple, que tu dis je veux m'acheter une Harley ou que tu veux t'acheter, t'as une voiture de rêve, moi par exemple ma voiture de rêve c'est la Subaru Outback, tu la vois partout rouler. C'est un petit peu la même chose. Quand tu prends le temps de clarifier ce que tu veux sur papier, ça passe du monde des idées au monde tangible. Et ton esprit, ton inconscient se met à trouver et à chercher des solutions. Et à ce point-là du podcast, j'aimerais attirer ton attention sur la similitude avec l'approche d'un autre auteur qu'on a vu plus récemment, qui est Robert Fritz. On en a parlé il y a 2 épisodes en arrière. Et je veux juste citer quelques passages qui m'ont vraiment fait penser avec cette approche de Amazon. Donc Robert Fritz, si tu te souviens, c'est l'art de créer en fait. C'est l'art et la science de vraiment devenir créateur. Et Robert Fritz nous disait, les étapes du processus créatif, il y en a 3. La première étape, selon Robert Fritz, c'est, et là ça va pas t'étonner, commencer par la fin. Donc conceptualise, je cite le livre, conceptualise le résultat final que tu veux créer. Le concept original ne sera pas tout à fait clair ou même brouillon, mais c'est complètement ok. Savoir ce que tu veux, c'est un skill qui se développe. Mais c'est important de commencer par la fin, de commencer par la vision. Ensuite, la deuxième étape, c'est de regarder la réalité actuelle. Tu dois pouvoir voir la réalité objectivement et voir la vérité de cette réalité. Et enfin, la troisième étape du processus créatif, c'est passer à l'action. Donc la création est une question d'invention plutôt que de convention. Beaucoup d'actions ne donneront pas de résultats souhaités et c'est normal. Créer, c'est aussi apprendre et corriger le tir. Donc 3 étapes, et la première étape, c'est commencer par la fin. Et une autre phrase qui m'a aussi beaucoup fait penser à ce processus chez Amazon, et je cite de Robert Fritz, « Quand la vision est claire, des processus se forment organiquement pour accomplir la vision. »
Dans l'orientation créative, les moyens et les processus sont inventés au fur et à mesure. Je te propose qu'on passe à la question FAQ, donc quelles sont les questions que tu pourrais potentiellement te poser, et on va terminer ce podcast ensuite par un résumé et comment tu peux appliquer ça concrètement. Mais d'abord la question du jour, concrètement, on a vu ce concept de travail à l'envers, mais c'est quoi la différence avec planifier finalement ? Est-ce qu'on ne parle pas juste de planifier quand tu planifies quelque chose, il y a beaucoup plus de chances de l'accomplir. Pas exactement, je pense, parce que la différence, c'est que très souvent, quand on se lance dans la planification, c'est le comment. C'est comment est-ce que je vais faire ça ? Mais souvent, on se lance dans la planification sans avoir pris le temps de clarifier le résultat final, c'est-à-dire la vision, c'est-à-dire ce qu'on veut voir, c'est-à-dire le quoi. Et on l'a vu dans l'épisode de Robert Fritz, que je t'invite à écouter si tu veux plonger plus en profondeur dans ces concepts de travailler en arrière quelque part, parce que c'est le même principe. Si tu te demandes trop vite comment faire les choses, tu risques de brider ta vision à ce que tu crois possible à l'heure actuelle. Alors que, on l'a vu plus tôt, les processus se forment organiquement à partir du moment où tu t'es vraiment posé juste la question « qu'est-ce que je veux ?» sans te brider des contraintes, des moyens actuels que tu as. Parce que pour atteindre ce que tu veux, pour atteindre une vision, tu vois, Elon Musk qui voulait partir sur Mars, au moment où il a eu la vision de créer des roquettes et de partir sur Mars, il avait sans doute pas toutes les connaissances nécessaires pour partir sur Mars et construire les fusées. Mais les connaissances, tu les acquiers au fur et à mesure. Si par contre, si tu te limites à une vision en fonction des moyens que tu as à l'heure actuelle, Elon Musk, il aurait peut-être juste fait, je sais pas moi, des micro-ondes, tu vois, parce que il était ingénieur, parce que il comprenait la mécanique, il comprenait la physique, etc. Donc c'est important de vraiment dissocier les deux. Planifier, c'est clarifier les étapes, c'est clarifier le comment. Mais la vision, commencer par la fin, c'est vraiment commencer par quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup à notre époque. Donc je te donne un autre exemple. Imagine que tu planifies un voyage en Inde. Tu peux pas te lancer directement dans la réservation des trains et des avions si tu ne sais pas dans quelle ville tu vas aller. Et comment tu choisis dans quelle ville tu vas ? Tu te demandes quelle saveur de l'Inde est-ce que tu veux expérimenter ? Est-ce que tu veux expérimenter l'Inde du Sud, qui est très différente de l'Inde du Nord, où tu peux aller en Inde pour voir ses paysages, tu peux aller en Inde pour voir sa culture, pour expérimenter la spiritualité. Chaque vision de ton voyage en Inde aura une destination typique bien différente et donc des étapes bien différentes. Donc la différence entre commencer par la fin et planifier, c'est qu'en commençant par la fin, tu prends le temps de clarifier le quoi. Quel résultat spécifique est-ce que tu veux concrètement ? Ensuite, tu peux te lancer dans la planification et comment tu vas le faire. Ok, donc je te propose qu'on passe au résumé. Donc résumé, grande idée de cet épisode de podcast, c'est que tu augmentes tes chances quand tu pars avec une vision précise du résultat final. Maintenant, on va voir comment appliquer ça concrètement. Et à mon avis, le meilleur moyen pour commencer à utiliser le concept de travailler à l'envers, c'est pour la planification de ta journée, puis de ta semaine, puis du mois. Et je te propose qu'on commence par la journée. Et tu peux faire un exercice très simple. C'est qu'au début de ta journée, tu vas écrire 1 à 3 phrases comme si c'était le soir et que tu venais de finir ta journée. Tu vas écrire ce que tu as accompli. Et faire cet exercice-là, d'écrire ta journée comme si elle venait de se finir alors que tu es juste au début, et tu décris ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai enregistré le podcast sur le concept de travailler en arrière. Ensuite, je suis allé au travail, j'ai terminé mon reporting au boulot. Ensuite, j'ai fait mon sport. Et ensuite, je suis allé au restaurant avec ma copine. C'était vraiment une super journée. Quand tu écris ça au début de ta journée, donc quand tu prends vraiment le temps de visualiser ce que tu veux avoir accompli, ça te donne en fait une base solide pour ensuite déduire les étapes quelque part en arrière. Et tu peux faire la même chose pour ta semaine et la même chose pour ton mois. Donc définis 2 à 3 résultats spécifiques que tu veux atteindre et écris un paragraphe comme si tu venais de terminer ta semaine et que tu racontais ce que tu as accompli. Imaginons par exemple, je vais donner l'exemple que moi j'ai utilisé à Solden pour le shooting photo. Imaginons que tu veux réaliser un shooting photo mais que tu ne sais pas encore exactement comment tu vas faire. Tu ne te préoccupes pas du comment. Tu décris d'abord le résultat final, idéal, depuis ton point de vue. Et donc je te donne l'exemple exact de ce que j'ai écrit quand j'étais à ce shooting.
On est vendredi, je viens de terminer le shooting photo. Je suis content parce qu'on a réussi à capturer plein de scènes avec une modèle qui portait de l'équipement de ski. On a pris des photos quand elle met les chaussures, quand elle récupère les skis, toutes les étapes importantes par lesquelles un client passe pour louer ses skis. On a des super images de ça. Donc voilà, comment est-ce que tu peux appliquer concrètement ce concept de travailler à l'envers d'Amazon aujourd'hui ? Si je pouvais te recommander une manière de l'appliquer concrètement, c'est de commencer à l'utiliser soit pour ta journée, soit pour ta semaine. C'est-à-dire de écrire 1 ou 2 paragraphes qui décrit ta journée ou ta semaine comme si tu venais de la finir, et ensuite déduis les étapes que tu dois prendre pour transformer cette vision en réalité. Et on arrive à la fin de ce podcast. Je te propose qu'on fasse un petit clap de fin et qu'on voit ce qui se passe en ce moment du côté behind the scenes, derrière les volets du podcast. D'ici mai, je partirai en Inde, mais surtout, ce qui va être intéressant pour toi, c'est que hier soir, j'ai publié une ressource sur mon blog qui résume le concept qu'on a vu dans l'épisode du jour. Ça s'appelle « Commencer par la fin », une technique toute simple pour aller au bout de tes projets. À mon avis, tu devrais y jeter un œil parce que si ce concept t'intéresse, ça va t'aider à mieux comprendre comment utiliser cet outil de commencer par la fin. Tu verras qu'il y a plusieurs exemples et le fait que ce soit par écrit sur le blog, ça va t'aider à internaliser ce concept parce que écouter un podcast, c'est bien, mais bien souvent on le fait de manière passive en même temps qu'autre chose. Mais si tu veux vraiment commencer à appliquer ce concept de travail par la fin, le fait que ce soit par écrit, que tu puisses prendre des notes, etc., il y a même des dessins, tu verras, ça va t'aider à vraiment internaliser, à vraiment rendre cet outil concret. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin de rentrer ton mail, c'est totalement offert. Tu as juste à aller sur mon blog, donc egonliberge.com/mécanisme-fin. Tu as le lien dans la description. Si tu écoutes sur Spotify, regarde juste dans la description du podcast sur Spotify, je te mettrai le lien de la ressource directement. Si tu es sur YouTube, idem, dans la description. Puis sinon, même si tu vas sur le blog, tu pourras t'orienter. Tu as juste à cliquer sur la section blog et ce sera le dernier article. Tu n'as pas besoin de rentrer ton mail, c'est totalement offert. Et puis, si ça te plaît et que tu veux recevoir des grandes idées comme ça tous les dimanches dans ta boîte mail, tu peux rejoindre ma newsletter. Tu trouveras où t'inscrire sur le blog si jamais ça t'intéresse aussi. C'est tout pour moi. J'espère que ce podcast t'a plu. Si oui, n'hésite pas à me le dire, que ce soit en m'envoyant un petit mail ou alors en mettant une petite note sur Spotify, un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire sur YouTube aussi. Je lis tous les commentaires et à chaque fois ça m'inspire vraiment beaucoup à continuer. Ça me fait chaud au cœur tous les super commentaires que vous m'envoyez. Donc merci pour ça. Je te retrouve d'ici 2 semaines dans le prochain épisode. Ciao, ciao.